that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? La guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël semble finalement terminée. Les efforts de Donald Trump n'auront pas été en vain. Chaque partie est prête à célébrer sa victoire. Le sommet de l'OTAN qui se tient mardi et mercredi à La Haye s'annonce comme l'un des plus importants de ces dernières années. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement y sont attendus pour discuter des grandes orientations de l'Alliance dans un contexte international particulièrement tendu. À l'occasion de sa visite diplomatique en Russie, le dirigeant du Mali, Assimi Goïta, a rencontré la diaspora malienne résidant dans le pays. Bonsoir à vous et bienvenue sur RT en français depuis Moscou. Cessez-le-feu complet entre l'Iran et Israël, c'est ce que Donald Trump a annoncé aujourd'hui. 2 fois, les 2 parties se considèrent victorieuses. Israël s'est libéré d'une double menace existentielle, celle du programme nucléaire et des missiles balistiques. Au cours de l'opération Rising Lion, Israël a accompli de grandes réalisations historiques et s'est placé au premier rang des grandes puissances mondiales. L'aide et la victoire, qui ont forcé l'ennemi à se repentir, à accepter sa défaite et, de manière unilatérale, à arrêter l'offensive, ont été le don divin récompensant le comportement profondément réfléchi du peuple, les dirigeants avisés et la lutte des combattants. Dans la matinée, après 2 heures de frappe incessante de l'Iran contre Israël, au cours desquelles 4 personnes ont été tuées et 26 blessées, les parties ont accepté la trêve proposée par Trump. Le cessez-le-feu complet a duré environ 3 heures. Elle a pris fin au moment où l'alerte missile a ralenti au-dessus d'Israël. Après quoi, le ministre israélien de la Défense a déclaré que les frappes contre le pays ne resteraient pas sans réponse. Ils ont violé l'accord, mais Israël l'a violé aussi. Israël, à peine l'accord conclu, est sorti et a largué une charge de bombes comme je n'en avais jamais vu auparavant. La plus grosse charge que nous ayons jamais vue. Je ne suis pas satisfait d'Israël. Vous savez, quand je dis « Ok, vous avez 12 heures, vous ne pouvez pas sortir dès la première heure et tout balancer sur eux. » Donc, je ne suis pas satisfait d'eux. Je ne suis pas satisfait de l'Iran non plus. Mais je suis vraiment mécontent qu'Israël sorte ce matin à cause d'un missile qui n'a pas atterri, qui a été tiré, peut-être par erreur, qui n'a atterri nulle part. Je ne suis pas content. Immédiatement après s'être entretenu avec les journalistes, Trump a eu une conversation téléphonique et a réussi à persuader Netanyahou de renvoyer les avions de l'armée de l'air israélienne déployés vers leurs bases respectives. Israël ne va pas attaquer l'Iran. Tous les avions feront demi-tour et rentreront chez eux, tout en saluant l'Iran d'un amical plein wave. Personne ne sera blessé, le cessez-le-feu est en vigueur. Merci de votre attention sur cette question. Alors que l'Iran annonce sa victoire inconditionnelle et promet d'organiser une célébration sur la place principale de Téhéran, Israël annonce avoir atteint tous ses objectifs tels que la destruction du programme nucléaire iranien et l'élimination de la plupart des dirigeants du corps des gardiens de la révolution islamique. À ce jour, l'efficacité réelle des frappes reste inconnue. Aujourd'hui marque le premier jour du sommet de l'OTAN qui se tiendra pendant 2 jours à La Haye. Ce sommet se déroule dans un contexte de tension géopolitique mondiale. L'un des membres de l'Alliance, les États-Unis, était impliqué dans le conflit armé en Iran. Cependant, ce n'est pas la priorité de l'OTAN. Emmanuel Macron, qui s'est rendu en Norvège la veille, a déjà insisté sur ce point. Nous devons rester concentrés sur ce qui menace la sécurité de l'OTAN, c'est-à-dire la guerre d'agression engagée par la Russie contre l'Ukraine. Il faut que nous soyons engagés et déterminés pour aider les Ukrainiens à résister, ainsi que pour renforcer nos sanctions afin que la Russie revienne à la table des négociations pour conclure une paix solide et durable. Macron ne s'est pas trompé dans son choix, puisqu'il a immédiatement trouvé du soutien. Dès l'ouverture du forum, les discours sur les menaces russes se sont succédés, non seulement de la part du chef de l'Alliance militaire occidentale, mais aussi de celle de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une ancienne maxime romaine dit « Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre ». Il s'agit d'une idée très simple. Renforce tes défenses, un point que personne n'ose attaquer. Aujourd'hui, l'avantage militaire de l'OTAN est agressivement défié par la Russie,
qui se réarme rapidement et qui est soutenu par les technologies chinoises et armé avec des équipements militaires iraniens et nord-coréens. Nous savons que dans les 5 prochaines années, la Russie sera capable de tester nos engagements mutuels dans le domaine de la défense. D'ici 2030, l'Europe doit avoir tout ce qui est nécessaire pour assurer une dissuasion fiable. C'est ce que nous appelons Readiness 2030. Mais pour cela, nous devons tous changer notre façon de penser. Nous devons être prêts à sortir de notre zone de confort, ainsi qu'à explorer de nouvelles façons d'agir, en combinant technologie et défense, civile et militaire en Europe et bien sûr au-delà de l'UE. Le sentiment anti-russe a été alimenté non seulement par Macron, mais aussi par le secrétaire général de l'Alliance. La raison invoquée est la nécessité de convaincre les gouvernements et les populations des États membres du besoin d'augmenter les dépenses de défense de 2% à 5% du PIB, comme l'exige Trump. Cette militarisation ne passera pas inaperçue à Moscou. C'est une alliance qui engendre de l'agression et de la confrontation. Ce n'est pas un instrument de paix et de stabilité, il faut le comprendre. Là, cet instrument, cette alliance, a parmi ses objectifs principaux de prendre une décision sur l'augmentation des dépenses jusqu'à 5% du PIB des pays membres de l'alliance. L'alliance avance résolument sur la voie d'une militarisation effrénée. L'Europe suit cette voie de militarisation effrénée. C'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés et dont il était question. Zelensky est également venu au sommet. Après avoir échoué lors du dernier sommet du G7, il espère obtenir du matériel militaire et enfin rencontrer Donald Trump qui participera également au sommet. En outre, il affirme également que la menace russe pourrait s'intensifier. La Russie envisage même de nouvelles opérations militaires sur le territoire de l'OTAN, c'est-à-dire sur celui de vos pays. C'est en Ukraine que cette guerre se poursuit pour l'instant. Il faut donc bien se préparer pour être prêt. Il est certain que nous devons arrêter Poutine maintenant et en Ukraine, mais il faut comprendre que ses objectifs dépassent l'Ukraine. Donald Trump est arrivé à La Haye pour le sommet et Zelensky ne veut certainement pas manquer l'occasion de le rencontrer et de lui demander de nouvelles livraisons d'armes. La question de l'augmentation des dépenses et du conflit au Moyen-Orient préoccupe actuellement davantage Trump que l'Ukraine, mais les Européens persuaderont certainement le président américain de soutenir Kiev et d'exacerber les relations avec Moscou. En France, la survie du gouvernement Bayrou est de nouveau en jeu. Le Parti socialiste a prévenu qu'il irait, je cite, vers la censure si le Premier ministre ne donnait pas le dernier mot au Parlement sur la réforme des retraites. Le point avec Nadège Abderrazek. Ils ont mis leurs menaces à exécution. Après l'échec du conclave sur les retraites, les socialistes annoncent le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Les députés de gauche demandaient en vain à ce que le Parlement puisse se prononcer sur la réforme à 64 ans, adoptée sans vote en 2023. Monsieur le Premier ministre, je vous cite le 14 janvier 2025 lors de votre déclaration de politique générale. J'ai la conviction que nous pouvons rechercher une voie de réforme nouvelle sans aucun totem ni tabou, pas même l'âge de départ à la retraite. Le 16 janvier 2025, par écrit, je vous cite encore, si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord global, nous présenterons néanmoins les avancées issues des travaux des partenaires sociaux. Nous présenterons sur cette base un nouveau projet de loi. Ainsi, l'impératif de réforme pourra être satisfait dans une démarche de justice. Le Parlement aura, en tout état de cause, le dernier mot. Monsieur le Premier ministre, ma question était simple. Le Parlement aura-t-il le dernier mot, y compris sur la mesure d'âge et sur l'équilibre de notre système des retraites? Vous ne m'avez pas répondu cette semaine, comme vous y avez déjà dit non la semaine dernière. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Après avoir sauvé sa peau l'hiver dernier en succédant à Michel Barnier, François Bayrou avait convaincu les socialistes de lui accorder une chance. En échange, il promettait de rediscuter de l'âge de départ à la retraite. 4 mois de discussion pour rien. Le Premier ministre, qui a reçu ce matin les partenaires sociaux à Matignon, s'est dit ne pas se satisfaire de l'échec du conclave sur les retraites si près du but. Quel que soit le chemin législatif ou réglementaire que nous prendrons, il est pour moi inacceptable de laisser détruire l'équilibre financier si difficile à trouver dont nous avons le plus urgent besoin. Nous ne pouvons pas continuer à compromettre
l'avenir des travailleurs d'aujourd'hui et des générations de travailleurs de demain en reportant sur les générations suivantes les déficits que nous causons tous les jours. Donc le travail des parlementaires est justifié, l'engagement de chacun est justifié, mais notre responsabilité, c'est de rétablir l'équilibre du régime de retraite. Emmanuel Macron s'est aussi exprimé sur le sujet ce mardi. Il appelle les partenaires sociaux à trouver une solution. Les partenaires sociaux doivent aller au-delà des désaccords qui persistent et à trouver ensemble une solution qui soit bonne pour le pays. François Bayrou a tout à fait raison de s'engager et d'insister sur l'importance d'un accord. Cet échec du conclave sur les retraites n'est pas une surprise pour la France insoumise. Mathilde Panot, la chef des députés insoumis à l'Assemblée nationale, tire à boulet rouge sur François Bayrou et se dit prête à voter la motion de censure. L'autre actualité importante du jour, c'est évidemment la mascarade de conclave qui, après 116 jours de débat, s'est enfin terminée. Comme nous l'avions prédit, avec un droit de veto du MEDEF, ce conclave se termine sans accord et montre que la méthode Bayrou est un échec monumental qui visait uniquement à se sauver de la censure en février dernier. Et alors qu'en avril 2025, il était encore démontré que 3/4 des salariés et 2/3 des Français sont toujours opposés à la retraite à 64 ans, nous redisons qu'il faut laisser l'Assemblée nationale voter et abroger immédiatement leur réforme qui a volé 2 ans de vie aux Français et évidemment censurer Bayrou qui a utilisé ce conclave pour réhabiliter l'idée de retraite casino par capitalisation. Pour que cette motion de censure passe, elle doit recueillir les voix du Rassemblement national. Mais ce n'est pas envisageable, en tout cas pour l'heure, du côté des troupes de Marine Le Pen qui disent attendre l'examen du budget 2026. Non, évidemment, la décision sera prise par Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais on en a déjà longuement discuté. Vous savez qu'on ne censure pas sur rien. Or là, c'est ce que nous propose de faire la gauche. En réalité, il n'y a pas de texte mis à l'ordre du jour, il n'y a pas d'aggravation de la situation sociale. Vous savez, on ne va pas mentir aux Français. La seule véritable réforme des retraites qui permettrait de garantir une retraite digne, une retraite juste à tous, et en même temps de prendre en compte la situation financière de notre pays, c'est la réforme des retraites de Marine Le Pen. Pour pouvoir la mettre en œuvre, il faut des élections, il faut qu'on ait une majorité pour qu'on puisse avoir notre réforme à nous. Pour que cette motion de censure puisse aboutir à la chute du gouvernement de François Bayrou, il faut 289 voix. Sont déjà prévues les 66 voix des élus socialistes. À cela vont très certainement se rajouter les voix de la France insoumise, des écologistes, des communistes ou encore du groupe GDR. Il devrait manquer 97 voix qui peuvent être retrouvées chez les 124 élus de l'ultra-droite. Les tractations ne font que commencer. Le deuxième jour de la visite diplomatique du dirigeant malien Assimi Goïta en Russie a été marqué par une rencontre avec des représentants de la diaspora malienne résidant dans le pays. Les détails avec notre reporter Antoine Clairaut. Au lendemain de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, est venu à la rencontre de la diaspora malienne en Russie, pour la plupart des jeunes. La communauté malienne en Fédération de Russie, à l'instar des deux autres communautés de l'AES, je veux parler du Burkina Faso et du Niger, est évaluée à environ 1500 personnes et est essentiellement composée comme suite. Primo, d'étudiants boursiers d'État, simples boursiers et contractuels, inscrits dans les prestigieuses universités publiques et privées russes. Et ils constituent environ 90% de la communauté malienne ici. Ils sont les plus nombreux. Secondo, elle est composée également d'officiers et élèves officiers militaires et qui sont en formation initiale ou en stage de perfectionnement et ou de qualification au sein de nombreuses académies militaires de formation militaire en sécurité publique et en protection civile russe. À l'occasion de sa prise de parole, le chef de l'État malien a tenu à responsabiliser la jeunesse du Mali en lui faisant comprendre qu'elle devait prendre le relais du combat pour la souveraineté. Ce combat-là, c'est le combat de la jeunesse. Et ce n'est pas un combat pour une année. Détrompez-vous. C'est pour une éternité. Il faut vous défendre. Il faut réclamer vos droits. Il faut défendre vos droits. Il faut défendre votre pays, votre nation. Tout ce combat se joue au niveau de la jeunesse. Nos grands-parents, là, nous accompagnent seulement. Ils font des bénédictions. Mais le risque là, c'est nous. Si vous avez peur de prendre le risque, je crois que mieux vaut abandonner le combat, quoi. Si vous avez peur de prendre le risque,
mieux vaut abandonner le combat. Assimi Goïta a également clamé haut et fort la volonté malienne de faire ses propres choix parmi les partenaires possibles, sans céder aux pressions extérieures. On demande le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix stratégiques. Si on veut collaborer avec la Russie, avec XY, qu'on ne parvient pas à nous imposer. Non, vous n'êtes pas autorisé à fréquenter la Russie, vous n'êtes pas autorisé à fréquenter XY. Ça, c'est de l'esclavage. Il ne faut pas accepter ça. Et ce partenariat avec la Russie est spécial. Les jeunes Maliens venus pour l'occasion en sont bien conscients. C'est un partenariat au fait que nous n'avons jamais eu auparavant avec d'autres États européens d'abord. C'est un partenariat qui, on dirait, gagnant-gagnant, qui il a été mentionné beaucoup plus la partie respect entre partenaires. Les parties vraiment qui sont essentielles, ça c'est les parties de la relation, le Mali entre la Russie et l'AES et la Russie. Il a parlé des projets des futurs, les projets qui seront réalisés dans les jours à venir à travers le partenariat et surtout avec un grand remerciement du président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il nous a fait savoir que la Russie est un pays fiable à laquelle on peut compter sur elle. Et puis il nous a montré aussi que la coopération avec la Russie est une opportunité stratégique dans plusieurs domaines, comme il a cité la défense, le développement et la diplomatie aussi. Dans son message aux jeunes Maliens expatriés en Russie, Assimi Goïta a également tenté de donner confiance à cette jeunesse. Il a fait savoir à la jeunesse d'avoir l'esprit fort et tranquille, que tout ira bien et de ne jamais abandonner, d'avoir la confiance en soi. Nous devons avoir un mental d'acier pour pouvoir surmonter aux obstacles qui subissent nos pays de nos jours, donc pour pouvoir un jour défendre l'intégrité de notre territoire. Beaucoup de jeunesse est tombée dans la panne mentale. Personne n'a confiance en lui-même. Donc il a donné ce message. Ce message est un message de confiance qui peut nous aider à avancer. Le public ici rassemblé a donc vu ses attentes comblées par le président du Mali, qui est aussi, rappelons-le, à l'heure actuelle le président de la Confédération des États du Sahel. La dynamique enclenchée entre le Mali et la Russie, c'est ce qui a aussi en grande partie permis aussi qu'on aille même dans cette dynamique AES qui est fondée sur la sécurité. C'est vrai qu'en tant que président de la Confédération des États du Sahel, il y a eu des échanges aussi qui ont tourné autour de cette question, la nécessité d'institutionnaliser aussi des rencontres entre la Russie et la Confédération AES. Au mois d'avril dernier déjà, nous avons eu, avec le ministre Lavrov et les 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES, nous avons établi un cadre de dialogue. Aujourd'hui, la Russie est un allié stratégique important pour l'AES, tant pour la mise en place de la force unifiée que dans le domaine des opportunités économiques majeures que la région présente. La foule, cette jeunesse qui s'est pressée à cet événement, est reconnaissante aux dirigeants maliens d'avoir pris le temps de venir à sa rencontre. L'occasion de vérifier que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde. Le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique 2025 se tient actuellement à Luanda. Quelques chefs d'État du continent africain et plusieurs chefs de gouvernement ainsi que des centaines de chefs d'entreprise se rencontrent avec les responsables américains afin de définir une nouvelle orientation pour les partenariats États-Unis-Afrique. Les détails avec Jacques Amboka. Les États-Unis et l'Afrique discutent d'affaires et de partenariats. Le 17e sommet USA-Afrique s'est ouvert à Luanda en présence de 6 chefs d'État africains, d'une dizaine de chefs de gouvernement, de plusieurs chefs d'entreprise et d'une importante délégation américaine du département du commerce extérieur. Ouvert par le président angolais et président de l'Union africaine, João Lourenço a vanté les potentiels dont dispose l'Afrique. Intervenant dans un panel au nom du président congolais Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports congolais, a présenté le projet des corridors de Lobito. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola
à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Parce qu'elle regorge en termes de minerais et non seulement, l'Afrique se présente bien entendu comme un partenaire incontournable pour des grandes puissances. Cependant, le continent noir est dans l'obligation de s'assumer afin de bien orienter son avenir. C'est l'avis de nombre d'analystes qui, bien que saluant les sommets États-Unis-Afrique, demandent plus de responsabilités aux Africains eux-mêmes. Il ne faudra jamais avoir cette vision attentiste, cette vision de se dire notre salut viendrait des États-Unis d'Amérique, viendrait de l'Occident, de l'Europe, de l'Asie. Non, je crois que cette façon de voir les choses trahirait, nous pousse même à trahir le combat de nos pères, notamment Patrice Emery Lumumba. Quelque part aussi, les États-Unis d'Amérique comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut plus donner les dos en Afrique. Aujourd'hui, particulièrement, il faut venir vers l'Afrique et dans les cadres de plusieurs partenariats, gagnant-gagnant, ce qui veut dire que la politique américaine, c'est une politique qu'il faudra supporter parce qu'a priori, pour les Américains, c'est d'abord sécuriser leurs intérêts. Mais par-dessus tout, comme aujourd'hui le monde est mondialisé, globalisé, ça montre à suffisance qu'aujourd'hui les États-Unis ne peuvent se permettre que de venir vers l'Afrique, évidemment comme tout le monde, enfin de se créer un souffle nouveau. Le 17e sommet d'affaires États-Unis-Afrique se tient dans un contexte délicat, marqué par des crises armées dans plusieurs régions du monde qui touchent d'une manière ou d'une autre l'Afrique et les États-Unis. Par ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine s'est interrogé sur la faisabilité du partenariat États-Unis-Afrique dans un contexte où 36 pays africains sont frappés d'interdiction de visas, où l'AGOA a été supprimée et où des taxes sont imposées aux pays africains. Cette grande rencontre pourra-t-elle persuader l'administration Trump à revoir certaines de ses décisions? Une question encore sans réponse pour l'instant. Entre la France et l'Algérie, rien ne semble calmer la crise diplomatique déclenchée par le dossier du Sahara occidental et alimentée notamment par la détention à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Alors que l'écrivain est jugé en appel, Aurore Berger, ministre française, est au Maroc pour réaffirmer le soutien de la France au plan d'autonomie marocain. Ce qui devait être une visite de travail autour de la question de l'autonomisation économique des femmes dans le cadre d'une consolidation d'un partenariat bilatéral franco-marocain fondé sur la diplomatie féminine, les droits humains et la coopération sociale s'est transformé en une nouvelle réaffirmation du soutien de Paris au plan d'autonomie marocain. En visite officielle au Maroc du 23 au 25 juin, la ministre française de l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, attendue par son homologue marocaine, Naïma Ben Yahia, a été reçue par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, pour transmettre un message fort au peuple marocain, celui du soutien de la France au plan d'autonomie marocain dans le très controversé dossier du Sahara occidental qui oppose le royaume au Front Polisario soutenu par le voisin algérien. Écoutez. À l'occasion de ce déplacement, je tiens évidemment à rappeler avec force la position intangible exprimée par le président de la République, Emmanuel Macron. Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine. Depuis l'été 2024, la diplomatie française a opéré un virage pro-marocain sur le Sahara occidental, qualifiant le plan d'autonomie marocain de seule base sérieuse pour régler le conflit. Depuis, les déplacements se multiplient. Niveau politique français, signe supplémentaire d'un alignement de la France sur Rabat, ce qui ravive les craintes d'Alger, en particulier vis-à-vis du Sahara occidental. Lors de la visite de Rachida Dati dans les provinces du Sud en février dernier, la diplomatie algérienne avait alors parlé de provocation. La visite d'Aurore Berger à Rabat, bien qu'axée sur le renforcement franco-marocain, pourrait réveiller une crise diplomatique qui, pour certains spécialistes, serait en voie de dégel. Un dégel incertain puisqu'à Alger, Boualem Sansal, dont l'arrestation est venue envenimer les relations déjà tendues entre Paris et Alger, comparaissait aujourd'hui devant la justice pour son procès en appel. Incarcéré depuis mi-novembre en Algérie, l'écrivain franco-algérien accusé d'atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale avait été condamné le 27 mars à 5 ans de prison ferme, créant l'émoi en France jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Jusqu'à présent, les multiples demandes de libération de grâce présidentielle en faveur de Boualem Sansal, y compris celle d'Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot, son chef de la diplomatie, qui évoquait un geste d'humanité, sont restées sans réponse. Écoutez.
La détention de Boualem Sansal est injustifiable au regard des charges aberrantes qui pèsent sur lui, au regard de son âge et de son état de santé. C'est pourquoi nous avons plaidé, le président de la République l'a fait, je l'ai fait lorsque je me suis rendu à Alger, pour un geste d'humanité. Je souhaite que ce geste d'humanité puisse advenir, car Boualem Sansal n'a pas à être victime des tensions qui peuvent exister entre les autorités françaises et les autorités algériennes. Une crise diplomatique qui s'enlise entre Paris et Alger. Aucun signe d'apaisement ou de négociation à l'horizon alors que le tribunal d'Alger vient de requérir 10 ans contre Boualem Sansal lors de son procès en appel. Le verdict sera rendu mardi 1er juillet et pourrait marquer un tournant dans les relations franco-algériennes. Camille Sari, économiste, essayiste et auteur, pointe la raison pour laquelle les relations actuelles entre Paris et Alger ne se présentent pas sous leur meilleur jour. La France a considéré, peut-être sous la pression des soutiens du Maroc, il a considéré qu'il faut revenir à la nature classique de relations entre la France et le Maghreb, à savoir privilégier la relation avec le Maroc. Pourquoi ? Parce que depuis l'indépendance du Maroc, le roi Mohamed V et puis son fils Hassan II qui lui a succédé se sont tournés résolument vers le camp occidental, États-Unis, France, etc. Et après l'indépendance de l'Algérie s'est tournée vers le camp soviétique, vers à l'époque l'URSS, et a gardé cette relation puisqu'il y a beaucoup de militaires qui ont été formés à Moscou, en Russie. Il y a des bonnes relations entre ces deux camps, on peut dire. Et l'Algérie a toujours défendu les thèses anticoloniales, les thèses nordistes. Et donc, on est revenu sur les bases traditionnelles de ces relations et que la France a choisi de revenir à un type de relation pro-marocaine qui a toujours été le cas depuis les indépendances. Au cœur de la région de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, l'ingéniosité d'un seul agriculteur a déclenché une transformation agricole remarquable. Les détails. À la suite des perturbations causées par la pandémie de coronavirus et la fermeture des frontières qui s'en est suivie, un agriculteur avisé de Bobo-Dioulasso a identifié une pénurie critique sur le marché, celle des ananas. Nous avons remarqué que c'est un fruit qui se faisait rare sur le marché avec la fermeture des frontières. Alors, il se trouvait que pendant ce temps, on avait quand même quelques pieds, mais c'était à but d'expérimentation. C'est à partir de cela que nous avions décidé quand même d'accorder une attention particulière à cette culture. Saisissant cette opportunité, il s'est lancé dans la culture expérimentale d'ananas qui a rapidement donné des résultats impressionnants. Ses rendements ont atteint cette année le niveau sans précédent de 108 tonnes. Ce succès qui n'est pas limité à sa propre exploitation. Il a encadré d'autres agriculteurs qui ont ensuite réussi à obtenir eux aussi des rendements considérables, témoignant ainsi de son expertise et de son esprit de collaboration. Cette production exceptionnelle se traduit par des gains financiers significatifs. Progressivement, on est parti de 40 à 45 tonnes à l'hectare. Et cette année, nous avions pu franchir notre chose, on va dire, battre notre propre record. Et nous avions pu obtenir 108 tonnes à l'hectare, ce qui est assez inédit. Et nous avions même pu encadrer d'autres producteurs qui étaient à leur première expérience, qui ont pu faire 86 tonnes, je pense, à l'hectare. Par rapport au marché de Burkina, cette quantité, vous pouvez la vendre autour de 20 à 25 millions. Voire 30 millions si vous avez pu quand même accéder aux consommateurs directs. Le programme Offensive agro-pastorale et halieutique du président Ibrahim Traoré, lancé en 2023, encourage activement la culture de l'ananas comme élément essentiel de la stratégie du Burkina Faso, visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire et la croissance agricole. Cependant, malgré le soutien national, l'agriculteur pionnier reconnaît les défis à relever. Il souligne la nécessité d'une aide gouvernementale. Il y a beaucoup d'intrants agricoles qu'il faudra
Pour importer, il faut des autorisations et au niveau de notre seule ferme, on ne peut pas faire tout cela. Donc, les autorités pourront nous appuyer éventuellement dans ce sens. Donc, on demande aussi si le gouvernement arrivera toutefois à subventionner ces engrais-là, comme les autres engrais subventionnés pour les autres cultures. Ça sera vraiment un grand ouf pour les jeunes producteurs de l'ananas. La réaction des consommateurs burkinabés a été extrêmement positive. Les ananas cultivés localement sont appréciés par leur saveur sucrée et leur qualité supérieure, surpassant les importations provenant des pays voisins. La demande a largement dépassé l'offre, preuve de la popularité du produit et du potentiel d'expansion de ce secteur en plein essor. Avant, on mangeait de l'ananas de Côte d'Ivoire et du Bénin. Aujourd'hui, nous mangeons de l'ananas burkinabé car il est plus sucré. C'est comme boire un jus pressé. Depuis que nous avons commencé à vendre des ananas produits au Burkina Faso, la demande est en hausse. Beaucoup veulent faire des jus pressés, mais malheureusement, l'offre est faible par rapport à la demande, ce qui impacte le prix qui est un peu élevé. L'ananas burkinabé se vend entre 500 et 1000 francs. L'histoire d'Oumarou Compaoré incarne la résilience et l'ingéniosité de la communauté agricole du pays. Ces réalisations exceptionnelles, associées à la demande croissante d'ananas produits localement, sont le signe d'un avenir prometteur pour le secteur agricole du Burkina Faso. Ce succès souligne le rôle essentiel de l'initiative individuelle combinée à des politiques gouvernementales favorables dont la promotion de la croissance agricole et la réalisation de la sécurité alimentaire.